samedi, c'est l'heure du sixième CQFR de la semaine, le ce à quoi il fallait répondre. On va donc répondre à toutes vos questions. Shai les a sélectionnées comme d'habitude. Et c'est parti. C'est parti. On commence, Anton, avec une question de Malik qui nous dit: Je vous suis depuis le trade de Luka et depuis, pas un seul CQFR ne m'échappe. Dans celui de jeudi, vous vous Ça fait demandiez. plaisir. Ah ouais, ça fait toujours plaisir, de toute façon, tous les messages que vous nous envoyez à chaque fois. Je lis pas toujours vos intros parce que sinon ça durerait très longtemps, mais c'est toujours très très sympathique. Et donc il nous dit: Dans Suite jeudi, vous vous demandiez qui pourrait devenir l'option numéro 2 autour de la star des Lakers, une fois que LeBron aura tiré sa révérence. Est-ce que vous avez eu le temps d'y repenser depuis? Moi, personnellement, le premier nom qui m'est venu, c'est Jaylen Brown. Vous en pensez quoi? Je trouve que ça matcherait super bien. Reste à voir s'il aura envie de quitter Boston, surtout pour rester une seconde option. J'imagine que la saison à venir où il va être première option à Boston jouera pas mal dans sa décision. Et dans la foulée, je relis cette question à la question de Pierre, parce que c'est lié. Pour moi, le meilleur candidat pour lui succéder serait Yanis. Pensez-vous qu'un sign and trade de LeBron contre Yanis en fin de saison prochaine soit envisageable, avec pourquoi pas un deuxième trade pour envoyer LeBron aux Cavs pour un farewell tour en échange d'une pièce de reconstruction pour Milwaukee? Voilà, nos auditeurs ont des idées. Jaylen Brown, Yanis Antetokounmpo ou quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si tu as eu le temps d'y repenser depuis, Antoine. J'ai pas eu le temps d'y repenser depuis, c'est vrai, je me suis pas reposé la question. Jalen Brown, c'est une bonne option. Ah, il serait typiquement, comme a dit l'auditeur, ça serait un relais parfait, je pense, de Luka Doncic. C'est-à-dire que Jalen Brown, je l'imagine pas trop en premier playmaker. J'ai du mal à percevoir ses vraies qualités de créateur. Et c'est un peu ses limites pour moi en tant que première option. Par contre, c'est un excellent scoreur, un excellent finisseur. Il sait déjà jouer sans le ballon en partie. Il y aurait sans doute potentiellement plus de synergie avec Doncic qu'avec Tatum, même si c'est dur de dire ça parce qu'il a gagné un titre avec Tatum. Ça a marché, ils sont allés au bout, ils ont réussi à construire cette équipe. Maintenant, est-ce que Brown va partir? C'est déjà une grande question de se dire: est-ce que vraiment les Celtics, parce que les Celtics ont a priori des raisons de penser ils seront à nouveau compétitifs à partir de 2027. Est-ce que Brown voudra quitter cet environnement? J'y crois pas forcément. Et en plus, passer de Boston à Los Angeles, même si c'est moins, évidemment, on n'est pas au foot, c'est pas la même chose et tout, Mais c'est pas si mais fréquent quand même, hein. voilà, exactement. Et surtout via un trade direct comme ça, Mhm. en fait. Ouais. Tu vois, c'est deux franchises où le dirigeant sait, ah, ma fanbase peut m'en vouloir si je récupère pas une énorme contrepartie. Sinon, on va me dire: «Mais pourquoi tu l'as envoyé aux Lakers?» Donc, ça arrive des fois via des mecs qui plus tard, tu vois, ou des free agents, qui au bout d'un passage, ou des gars qui sont transférés dans une autre franchise, puis un peu plus tard, ils sont transférés. Mais un trade direct comme ça entre Lakers et Celtics, je dis pas que ça n'a jamais existé, mais surtout sur une pièce majeure, je pense que ça pourrait être, Shaq au final a joué pour les 2, mais il est pas passé des Lakers aux Le Celtics, quoi. seul qui a été champion pour les deux, c'est pas Rondo, non? Rajon Rondo, je pense. Je sais pas si c'est le seul, mais il l'a été. C'est l'un des seuls, je crois, hein. De mémoire, il y avait une news comme ça, mais Mais tu vois vraiment une superstar qui serait tradée de Boston à Los Angeles ou ouais, inversement, les je temps ont pense que changé, les mais les 2 ouais, GM ce auraient serait beaucoup de bizarre, ouais. pression sur le trade, quoi. Ouais. Mais sur le profil en lui-même, en sachant qu'il y a le petit historique UCLA, non, Ouais, il était à Cal, Jalen Brown. Ça il m'intéresserait, mais espérait en Californie, voilà. ça c'est sûr. Mais je pense que c'est intéressant que Malik parle de la saison à venir, parce je pense qu'elle va aussi être déterminante pour la perception qu'on a de Brown, la perception que lui-même a de ce qu'il a envie pour la suite, parce qu'il a déjà été champion, il a déjà été MVP des finales. Est-ce que ça va pas l'inciter à se voir première option? Enfin, il y a plein de choses qui vont être déterminées par la saison prochaine, mais l'idée est pas inintéressante. C'est vrai que j'avais même pas pensé à la rivalité Lakers-Celtics, à ce que ça entraînerait. Tu vois, je pense que les fans des Celtics sont capables de pourrir un mec qui revient avec le maillot des Lakers, surtout si leur équipe est pas dans une bonne période à ce moment-là aussi, tu vois. Et moi, je le vois aussi comme une vraie pression sur les dirigeants, en fait. Mm. Parce que, tu vois, autant les joueurs, tu es pas tellement dépendant de ton job, est pas forcément dépendant de ce que pensent les supporters de toi. Bon, ça peut le rendre plus ou moins agréable. Un dirigeant, un petit peu plus. Pas complètement, mais un petit peu plus, tu vois? Et il y aurait, je pense, une vraie grosse pression si tu es dirigeant surtout pour le dirigeant des Celtics, en fait. Celui qui envoie la star ailleurs, alors à part si Jalen Brown a vraiment c'est acté qu'il est détesté à Boston, qu'il faut absolument qu'il parte, mais même là, tu vois, il y aura vraiment ce truc de tu l'envoies pas aux Lakers, et si tu l'envoies aux Lakers, on veut avoir l'impression d'avoir gagné le deal. Et quand tu transfères une superstar, sur le coup, c'est très rare que ça donne l'impression que tu aies gagné le deal, Ouais. tu vois?
Ça donne plutôt l'impression, ah mince, on n'a pas récupéré assez, etc., etc. Donc ça peut être très mal pris d'envoyer aux Lakers. Et sur la deuxième partie, non, tu voulais peut-être Non, rajouter une petite je chose, pardon. repensais juste, Danny Ainge avait pris cher quand, pendant quelques temps, mais avec Isaiah Thomas, quand il marchait sur l'eau avec Boston, et il fait des sacrifices et tout, et qu'il l'avait envoyé à Cleveland pour Kyrie, les fans avaient été franchement mécontents. Ça avait pas duré longtemps, mais ils sont capables. À Boston, ça reste une fanbase assez chaude, hein. Donc là, quand les résultats sont là, il n'y a pas de souci, mais ça pourrait arriver. Et la deuxième partie de Mm. la question, j'y crois absolument pas. C'est pas méchant, mais je pense que LeBron James, il peut pas être transféré aujourd'hui. Alors, déjà, il arrive free agent en fin de contrat. Donc, c'était quoi? C'était un sign and trade Il pensait à un sign and à trade, ouais. Milwaukee. Mm. Avec Enfin, un trade à 3 au final. c'est ça. Je ne vois pas pourquoi Cleveland sacrifierait un vrai asset de reconstruction parce qu'en fait, du coup, dans ce move-là, c'est comme si quand tu es Milwaukee, tu échanges Giannis Antetokounmpo. C'est lui que tu échanges dans Mm. cette affaire. Donc, tu récupères des assets équivalents à la Banque de France, quoi. Tu vas récupérer un nombre de pics, un nombre de joueurs qui est censé représenter la valeur extrême de Giannis Antetokounmpo, ce que les Mavs auraient dû récupérer pour Luka Doncic, et même plus, je dirais, parce que Antetokounmpo est encore plus haut et il n'y a pas toutes les questions autour du potentiel athlétique, pas du potentiel athlétique, pardon, de la Des condition blessures, ouais. physique, ouais, de la blessure, de la condition physique. Et tu ne peux pas récupérer juste une pièce de reconstruction des Cavs, quoi. Il faut que tu récupères le matos. Aujourd'hui, quand on parle d'un transfert, des fois, d'Giannis Antetokounmpo qui implique Cleveland, ça arrive. Oublions cette option, LeBron James. Il y a Evan Mobley qui est mis dans le deal. Là, si tu es les Cavs, tu ne vas pas mettre Evan Mobley dans un deal où tu récupères LeBron James. Non, ça, je Donc, suis pas sûr. tu mets des joueurs, même imaginons, tu mets même Darius Garland, ok? Tu mets Darius Garland, je suis même pas sûr qu'il le fasse, pour un LeBron James de 42 ans, dont je pense les stats ne reflètent pas totalement le niveau actuel de LeBron James, même si effectivement il a un niveau qui est extraordinaire pour son âge. Imaginons que tu mettes même Darius Garland. Il ne faut pas voir le truc, ah bah les Cavs ont lâché Darius Garland pour LeBron James. Il faut voir, les Bucks ont lâché Giannis Antetokounmpo pour Darius Garland. Tu peux même mettre 1 milliard de pics. Je lâche pas Antetokounmpo pour Darius Garland. Donc ça, pour moi, c'est impossible. Et LeBron James, de toute façon, il ne sera pas tradé. Ça m'éteindrait beaucoup, sauf s'il demande son trade. Mais ça ne serait En pas en cours de fin de saison, saison, il y en aurait cours vraiment, de voilà, saison. si vraiment c'est Mais catastrophique et que j'y ça se crois passe pas pas. bien et qu'il a l'impression que la responsabilité est mise sur lui, c'est le scénario, quoi, avant la deadline là. Mais je pense aussi que quand il partira, ce sera en fin de contrat, ouais. Je vois pas. Je sais pas, ça fait comme le fait de. Je pense qu'il est assez fier. On l'avait évoqué quand dans ce CQFR là, Avoir jamais été déjà tradé. ne pas avoir été tradé, être en contrôle. Tu vois, c'est quelque chose que Jordan avait réussi à faire. Si toutefois on reste dans la comparaison, ou Kobe, voilà. Donc ça, je pense que moi aussi, je pense qu'on peut oublier l'histoire du trade. Par contre, oui, probablement que son aventure avec les Lakers arrivera à expiration la saison prochaine. Donc là, on se redemandera quels sont les stars qui peuvent. Parce qu'on sait que les Lakers, autant il y a des équipes qui peuvent reconstruire différemment. Là, on sait que les Lakers vont viser du gros. Donc ça, c'est pas déconnant de penser à Yanis, à toutes les stars qui sont dans la ligue. À chaque fois, on a bien vu. Car ils ont ciblé Luka Doncic, ça paraissait invraisemblable et ils ont eu Luka Doncic. Donc on verra. Question suivante de Geoffroy. Je suis toujours surpris par la propension des équipes à trader des pics comme si ça ne valait rien. Je prends l'exemple de Paul George contre SGA, plus 7 premiers tours de draft, il nous écrit 7 en majuscule avec 3 points d'exclamation. Même si SGA n'avait pas explosé, tu as 7 chances d'avoir un vrai bon joueur. Tu as du matériel pour trader par la suite. Il me semble que Chet, par exemple, vient de l'un de ces pics. Et aujourd'hui, on dit que le Thunder pourrait faire Yanis s'il le voulait, surtout grâce à leur pic. Chet vient pas d'un de ses pics, Non. pardon. Excusez-moi, c'est Jalen Williams, Ouais. ce qui est déjà pas mal, mais c'est pas Chet. Le Thunder, si SGA était devenu un joueur médiocre, le Thunder aurait eu un double MVP dans son prime, plus un probable multiple All-Star contre Paul George, qui certes a déçu, mais c'était une éventualité à prévoir. D'où ma question, pensez-vous que les pics sont aujourd'hui sous-évalués par les équipes NBA? Et question subsidiaire, quand une équipe trade un joueur contre un pic protégé, qu'est-ce qu'il se passe quand le hasard de la loterie fait que le pic en question est trop haut et donc est protégé? Est-ce que le pic protégé est transféré à une année ultérieure ou est-ce que l'équipe est juste lésée? Je n'ai pas trouvé de réponse à ma question sur internet et même ChatGPT ne semble pas avoir la réponse. Hum, juste, alors oui, déjà en 2019, on est à une autre époque en termes de ce qui est cédé des Ouais. pics. 7 pics, les Clippers, c'était peut-être. Il y avait des swaps dans le lot, si je dis pas de bêtises. Hein, c'est pas 7 Il y avait pics, des 7 swaps, ouais. pics, c'est des swaps et des pics, mais ça revient à 7 premiers tours, sans doute. Hum, on est sur une autre époque, ça a un peu évolué depuis, effectivement.
le baromètre de qu'est-ce qui est considéré comme trop, etc. Mais c'est pas vraiment cette chance de récupérer un très bon joueur. Parce que dans l'esprit, les Clippers, ils se disent, nous, on va être compétitifs là pendant 7 ans. Ce seront pas des On lottery va picks, ouais, voilà. exactement, on va toujours être bien classé. Parce que Kawhi et Paul George vont être trop forts et on va toujours être bien classé. Et au pire des cas, si à la fin du prime, normalement on a déjà gagné un titre ou deux, si à la fin du prime on lâche des joueurs, des pics un peu plus hauts et donc potentiellement des bons joueurs, on est moins gêné parce qu'on a déjà pris notre titre en fait. À partir du moment, en fait, les Clippers, s'ils avaient gagné un titre, pour moi, le trade de Paul Oui, George se justifié, justifie oui, oui. immédiatement, en fait. Tu gagnes une fois, c'est bon. C'est comme celui d'Anthony Davis. Tu as gagné une fois, on s'en fiche de ce qui passe après ou presque, en fait. Hmm. Tu as fait ce trade pour gagner un titre. Vous vous rendez compte à quel point c'est dur de gagner un titre en NBA? Et tu as gagné une fois, c'est fait. Et les Clippers n'ont pas gagné, mais ils n'ont pas envoyé vraiment cette chance de vraiment drafter un bon joueur. Pour ce qui est de la valeur des pics, je suis d'accord que parfois elle est sous-estimée, mais à l'inverse, parfois elle est surestimée en fait. Parfois elle est surestimée. Un pic, c'est de l'inconnu, c'est du pari, c'est beaucoup d'éléments en fait. Ça dépend qui l'a Et aussi, ça dépend ouais, quels ça sont les dépend. GM et les scouts qui l'ont, Exactement. parce qu'il y a des équipes qui historiquement draftent très bien, recrutent très bien. Alors il y a toujours une marge d'erreur, hein. Je dis pas que les Spurs Développe draftent très toujours bien bien. et développent très bien. Donc ça, il y a des équipes qui savent peut-être que elles n'ont pas la culture du scouting, de la bonne draft tout simplement. Donc c'est peut-être celles-là qui ont un comportement plus plus libre avec les picks, je trouve. Ouais, bah, tu as tout à fait raison. Ça dépend. Le pic, en fait, à qui appartient le pic aussi déjà de base? Ouais. Parce que forcément, par exemple, si dans ce scénario, les Clippers, à la place d'envoyer leur pic, ils avaient envoyé le pic d'une équipe qui est mal classée, où tu sais qu'elle va être mal classée dans les 2, 3 prochaines années. Là, tu récupères effectivement une vraie chance de pouvoir drafter haut. Mais oui, le Thunder n'a pas drafté dans le top 10 avec des pics des Clippers, hein, le plus haut. Mais par contre, c'est vrai, ils ont drafté Jalen Ils ont Williams bien drafté. en 12. Mais en 12, tu vois, en 12. C'est-à-dire que c'était un 12e choix. Et c'est là la force du Thunder. Il y a 11 équipes qui n'ont pas pris Jalen Williams. Alors, je ne me souviens plus exactement de sa draft, mais il y a des joueurs meilleurs que lui potentiellement. C'est la draft de Banchero, si je ne dis pas de bêtises. C'est la draft de Banchero et de Chet Holmgren, du coup. Ouais. Donc, ouais, donc c'est celle-là. Donc, effectivement, peut-être que Banchero, enfin, sans doute Banchero est plus fort, mais il y a quand même derrière tout un tas d'équipes qui n'ont pas pris Jalen Williams. Le Thunder a pris Jalen Williams et l'a bien développé. Donc, ça rejoint exactement ce que tu as dit. Mais regarde, prenons un autre exemple maintenant. Indiana a lâché 3 pics. Regarde, 2 exemples très. Regarde, Atlanta a lâché 3 pics pour Dejounte Murray. Indiana a lâché 3 pics pour Pascal Siakam. Au final, pour Siakam, tu te dis, bah ouais, ça a très bien marché. Heureusement qu'ils ont lâché ces 3 pics. Ils ont fait une finale de conf et une finale NBA. Ils passent à un match du titre NBA. Alors que pourtant, sur le coup, 3 pics, et je l'avais reconnu, je suis certain, hein, si on re-regarde le CQFR de l'époque, je ne sais pas, je ne l'ai pas re-regardé, donc j'ai la flemme de chercher à quelle date c'est. Je suis sûr que j'avais dit, 3, c'est peut-être beaucoup et tout. Et, ouais, non, 3, ils ont payé 3 pics, aucune incidence. Donc ça dépend du joueur que tu récupères, des pics que tu as lâchés, etc. Et l'autre question, juste pour ouais. l'info, parce que du coup j'ai retrouvé la draft, si tu veux savoir tous les joueurs qui ont été pris juste avant Jalen Ah oui, Williams. bah vas-y, c'est très intéressant ça. Bon, évidemment, Banchero, Chet Holmgren. En 3, Jabari Smith Jr. En 4, Keegan Murray. En 5, Jaden Ivey. En 6, ouais. T'imagines, alors ils avaient déjà Jalen Green, mais Oui. t'imagines les Rockets avec Jalen Williams à la place de Jabari Smith, que j'adore. Ouais, T'imagines? presque qu'il l'aurait aussi bien développé et utilisé Ah oui, voilà, que le Thunder, c'est toujours la question. c'est une autre question. Pardon, je t'ai coupé, Pas de vas-y, souci. redemande. En Donc 5, 4, c'était 4 qui? c'était Keegan Murray aux Kings. 5, Jaden Ivey. 6, Bénédicte Mathurin. 7, Shaedon Sharpe. 8, Dyson Daniels. 9, Jeremy Sohan. 10, j'avais oublié son existence, Johnny Davis. 11, Ousmane Dieng. Et Jalen Williams en 12. Mais, Donc, mais t'as vu toutes ces équipes, les Spurs, alors Sohan, c'est très cool, mais t'imagines, t'as Jalen Williams avec Victor Wembanyama. Il y avait dans le lot Indiana, ironie du sort, et il y a juste avant Indiana, c'est qui, pardon? Il y a Sacramento, bien sûr, alors, mais juste avant Indiana, ah oui, Détroit. Détroit pour t'as Jalen Kate Ivey. Cunningham, Jalen Williams. Ouais.
Tout ça, c'est des équipes, donc Bon, de toute c'est façon, un peu le hasard. c'est toujours plus simple a posteriori parce que Jalen Williams jouait Bien à sûr. Santa Clara, qui était pas une, enfin, qui est pas une énorme fac. Il avait moins de hype autour de lui, les gens avaient un peu moins suivi. C'était pas évident. Moi, j'étais surpris de le voir aussi bon direct en NBA où il est deuxième du rookie de l'année. Tu vois, donc c'est là le bon travail. Il faut avoir la vision de se dire ce mec-là, il va être parfait pour nous dans ce plan-là. Peut-être qu'ailleurs, tu disais Houston, il aurait peut-être pas été aussi bon en fait. On ne sait pas. Et sinon, pour répondre à la Oui. deuxième question, quand un pic est protégé, normalement, généralement, ce qui se passe, c'est que soit ça se reporte sur l'année d'après, souvent c'est sur 2 ou 3 ans et d'ailleurs ça bloque les franchises parce que du coup, tant qu'elles n'ont pas envoyé ce pic, elles sont constamment bloquées sur le coup de on ne peut pas trader un choix du premier tour 2 années de suite. Donc par exemple, j'envoie un premier tour protégé top 10 2026. Ça, c'est ce que j'envoie à une autre franchise. En 2026, je pioche en 8, je draft en 8. Ah oui, non, je l'envoie et souvent, c'est précisé, si ce n'est pas envoyé en Mhm. 2026, ça se reporte en 2027 où là, ça peut être toujours protégé top 10 ou moins, hein, ça peut être protégé top 8. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, j'envoie un premier tour protégé top 10 en 2026, protégé top 8 en 2027 s'il n'a pas été envoyé en 2026. Et là, soit non protégé en 2028, Mhm. ça peut aussi arriver, des fois, c'est le risque. Soit, si je n'ai toujours pas envoyé mon pic au bout de ces 2 années, je donne en compensation 2 seconds tours. Donc des Ouais. fois tu te fais juste avoir si l'équipe a mis les bonnes protections, tu te retrouves avec 2 seconds tours. Donc limite, si tu as ce pic-là entre les mains et que tu sens que ça va pas bien, que tu vois que tu vas rien récupérer, faut que tu le trades à nouveau auprès de quelqu'un, toi. Tu vois, il y a des choses comme ça. Mais donc voilà, on est dans plusieurs scénarios. Soit la protection, elle diminue ou elle reste la même, mais elle se prolonge sur plusieurs Mhm. années. J'ai pas envoyé en 2026, donc j'envoie en 2027. Et ben non, ça sera en 2028. Je pense pas que ça soit infini. Hein, je sais pas s'il y a un nombre max. Soit au bout d'un moment, il y a un pic non protégé qui rentre en lot. Et donc là, tu es sûr de récupérer un choix du premier tour. Soit ça devient le premier tour se transforme en 2 seconds tours. Ouais. Voilà, Geoffroy, tu as pu constater qu'Antoine était plus calé que ChatGPT. L'intelligence artificielle ne Ça prend pas rassure. encore le dessus. Voilà. On reste sur les jeunes. Question de Nicolas du 78. C'est bien de préciser quand vous avez un prénom comme Nicolas par exemple, ou Antoine, on a beaucoup d'Antoine aussi, et on a beaucoup de Nicolas. Donc c'est bien de préciser ou d'avoir un petit pseudo, qu'on sache que c'est des gens différents. Donc Nicolas du 78. Pour parler du potentiel d'un jeune joueur, on entend souvent que au pire, il atteindrait le niveau de tel joueur et au mieux de tel autre joueur. Dans un monde parfait où chaque joueur atteindrait le meilleur potentiel que vous lui prêtez et où les joueurs restent dans leur équipe actuelle, quelles jeunes équipes seraient, selon vous, les plus susceptibles de faire très mal en NBA dans 3 ou 5 ans? Afin de ne pas vous influencer, je m'abstiens de vous partager ma hype utopique pour mon équipe de cœur. En gros, quels sont les meilleurs noyaux? T'avais fait un Les, article les, là-dessus il n'y a pas si les longtemps. Spurs. Il y a qu'une, enfin, si on est vraiment sur, ok, c'est sûr que le potentiel se développe, il n'y a qu'une réponse possible, je pense. C'est San Avec Antonio. Victor, ouais. Ouais, Victor Avec plus Victor et Harper, Dylan ouais. Harper plus Ouais. Cassell. Parce que Harper, dans le meilleur des scénarios, c'est un James Harden pas MVP quand même. On est sur je pense qu'il shootera jamais aussi bien que James Harden, mais on est sur ce genre de. C'est ça la comparaison, c'est James Harden du Hmm. Thunder, c'est donc les slim James Harden, super vif, super athlétique, gros scoreur, avec Stephen Castle, qui serait donc super polyvalent, dans le meilleur des cas, même une star, qui développe son shoot. Je ne sais pas si je crois au max potentiel, vraiment au meilleur scénario de ces deux-là, mais tu as quand même ça. Devin Vassell encore, Jérémy Sohan et Victor Wembanyama. Et surtout Victor Surtout Victor Wembanyama, Wembanyama, son ouais. plafond haut, c'est GOAT. C'est comme ça qu'il est présenté. Ouais. Alors imaginons même, on ne veut pas prendre ce plafond haut, on se dit non, c'est une bêtise. Son plafond haut, c'est un Yanis mélangé à Kevin Durant qui prend 4-5 MVP, Ouais, c'est qui violent. serait du coup dans la course au GOAT. Mais tu vois, t'es obligé. Pour moi, il n'y a que les Spurs comme C'est réponse la possible. réponse, ouais. C'est la réponse la plus évidente. Après, si on réfléchit un peu, bon, déjà, les projets d'équipe de jeunes ne sont pas tous au même point. 3 ans, ça laisse le temps. On a vu à quelle vitesse OKC a réussi à se développer jusqu'au titre quand même. Ça allait assez vite, hein. Il n'y a pas si longtemps. Il y a 3 ans, ça tankait encore sévère. En réfléchissant comme ça, je- est-ce qu'Orlando est-ce Bah qu'Orlando ouais. est qualifié pour être une équipe de jeunes? Oui. Bah oui, oui, Avec oui. Banchero Ah Wagner, c'est oui. encore assez jeune. Moi, je Et ça va dirais, au-delà de Banchero Wagner, hein. J'aurais oui, rajouté Anthony Black, Tristan da Silva, ouais. etc. Moi, Je, j'aurais mis je Orlando mettrais haut. bien Orlando, ouais, Ouais. même si je suis pas hyper objectif. Houston, Ouais, bah Houston, ça rentre en. Ouais, avec la particularité qu'il y a Kevin Durant OKC. dedans, mais.
OKC est qualifié, mais parmi les autres, les plus loin du compte, parce que les Spurs ne semblent pas si loin que ça du compte, tu vois, ça peut être une trajectoire à la OKC où tu démarres doucement, t'es pas en playoff. Est-ce que Détroit est qualifié là-dedans aussi? Ça peut être intéressant, Oui, Détroit. Détroit a des jeunes intéressants, c'est sûr. Alors imaginons, on peut les Atlanta. prendre individuellement. Ouais, Atlanta, mais imaginons Détroit. Donc Jalen Duren s'impose vraiment comme un Mhm. pivot quasi All-Star de par son poste, Ouais. sans être forcément All-Star. Ozar Thompson, il faudrait qu'il ait le potentiel de son frère presque en fait. C'est pour ça que j'ai mis Houston, c'est qu'il y a quand même Amen Thompson, Jabari Smith, Alperen Sengun, etc. Ozar Thompson, donc imaginons qu'Ozar Thompson devienne un vrai slasher offensif, playmaker, rebondeur, défenseur. À côté de ça, Jaden Ivey confirme qu'il est une deuxième star, enfin montre qu'il est une deuxième star, parce que pour l'instant il n'a rien Mhm. confirmé, rien prouvé. Jaden Ivey montre qu'il est une deuxième star et Kate Cunningham est, est une superstar et pas juste une star. Oui, là les Pistons auraient. Parce qu'encore une fois, dans la question, si on prend le plafond le plus haut, Ouais, on est ouais, c'est ça. sur le meilleur truc possible. Forcément, ouais, Détroit serait cité. Moi, sur le meilleur truc possible, Orlando serait très haut, je pense. Et même OKC, c'est ça qui est fou en fait, c'est que Ouais, c'est même une équipe jeune OKC, en encore. étant Bah oui. déjà champion, tu te prends le plafond le plus haut, tu te dis ok, Jalen Williams, il a encore des caps à passer, et Chet Holmgren, c'est quand même un temps présenté comme une superstar. Moi, je pense pas qu'il va un jour avoir tout qui clique en attaque, Chet Mhm. Holmgren. Ok, tu vois, je pense pas que ça sera un genre, c'est pas Dirk Nowitzki, tu vois. Oui. Par contre, il va encore progresser. En fait, pardon, j'essaie de prendre le plafond le plus haut. J'essaie de respecter la question. Quel est le plafond le plus haut aujourd'hui pour Chet Holmgren? C'est quoi si on prend un joueur, parce que c'est vrai que c'est comme ça qu'on fait d'habitude. Le plafond le plus haut, le truc c'est qu'on l'a déjà vu jouer et du coup, tu vois, je peux pas citer Dirk Nowitzki comme certains auraient pu Bah le citer ouais, avant la draft. C'est impossible pour moi de dire ça. Mais quel serait le plafond le plus on haut l'a déjà vu en termes de jouer. joueurs pour Chet Holmgren? Ouais, on l'a déjà vu jouer. Il a déjà gagné dans un rôle de troisième option. Ouais, c'est super dur parce qu'en plus, il a un profil un peu atypique. Les grands qui essaient de s'écarter, c'est dur. Pff, j'arrive pas à avoir trouvé un joueur auquel le comparer finalement. Tu vois, c'est un C'est quoi mix le de. Dirk du faible? Le direct du faible, c'est qui? C'est Lauri Markkanen? Ouais, sauf que c'est plus un jeune joueur, mais oui. Ouais, ouais. Imaginons qu'il est le truc offensif de Lauri Markkanen. Donc ça, c'est Ça, le c'est très plafond bien. offensif. C'est le plafond offensif d'Holmgren, on va dire Mhm. Markkanen, ce qui est fort. Hein. C'est fort, C'est quand ouais. même un mec qui est capable de mettre 20 à 25 points par match en NBA. Tout en ayant le plafond défensif, je vais oser taper comme ça, de Victor Wembanyama. Bah ouais, ouais, c'est pas déconnant. Si tu as ce joueur-là à OKC, Ah, voilà, t'es. plus Topic, qui est une machine à triple-double, on va dire, dans le meilleur des cas, et Jalen Williams dans le meilleur des cas, avec qui je pourrais le comparer, Jalen Williams dans le meilleur des cas. Il y a aussi un côté de James Harden. J'allais dire qu'il y avait Je- un côté Harden Il y a après, aussi un côté de James mais Harden. avec la défense, quoi, pour le coup. Oh, cette équipe serait trop. C'est Si trop. tout, si tout le monde va au plafond max, c'est déjà une Ouais, équipe si qui est tout le monde va au championne. plafond match. J'ai même pas cité Kesson Wallace, Chez Obi son plafond, Topic. bah voilà, il est MVP des finales. Le plafond, il est probablement atteint, mais au pire, il peut très bien s'y maintenir, tu vois. Ouais, il y a un plafond max à OKC qui m'intrigue énormément, mais qu'on verra pas à OKC si on doit le voir un jour. C'est Ousmane Dieng, en fait. Ah, on Tu le sais verra pas, à qu'Ousmane mon avis. Dieng, son plafond, il est fait dans le profil et tout. C'est très fort. Tu sais, t'es grand, tu sais tout faire, t'es athlétique. Il manque juste un peu de shoot, peut-être. Mais bon, je pense qu'on le verra ailleurs. Moi, parenthèse, ce que je dis à un de mes potes, à moi qui est fan du Thunder et d'Ousmane Dieng. Ousmane Dieng, là, je suis vraiment. Hein, mon choix, je suis son agent. Je suis pas son agent, évidemment. Son agent dira peut-être que je dis que de la merde, mais je pousse pour aller signer à Lasvel. Précisément Lasvel. Ah bon? Club d'Euroleague. Ouais, club d'Euroleague français où je vais être la star. Et j'arrive à Lasvel et je dis 1-1-1. Moi, je joue 3 et on me passe les ballons. Et je tourne à 17 points par match en Euroleague et je montre. Parce que tu vois, Malédon, il a été très fort. Donc Lasvel, Malédon part, tu vois. Hmm. Il faut une nouvelle première option. Et contrairement à Monaco, il y a trop de monde, tu vois, il y a trop. Là, vraiment, à Lasvel, j'arrive, je suis le cœur du projet. Ou à Paris. Hein. Paris joue en Euroleague. Paris, ça marchait aussi. Paris, ça marchait aussi, même s'il y a Nadir Ifis, il y a TJ Short, etc. Paris, ça marchait aussi. Mais Short est vraiment, parti de toute façon. Enfin, Short est plus ah là, oui, mais. Short est parti, c'est vrai. À Lasvel, Ousmane Dieng, je suis la star du projet. Hmm. J'ai tous les ballons et je joue en Euroleague parce que j'ai quand même besoin de jouer vraiment au deuxième échelon, juste en dessous de la NBA. Et contrairement à Malédon, comme j'ai un profil physique tellement NBA, je fais le pari que tout de suite, on va me rechercher en fait. On va me dire, hop, 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 il y a un truc qu'on a raté, tu vois.
Voilà, Moi, bref, moi, c'était ce une qui petite lui manque, parenthèse alors sur c'est ouais, Dieng. c'est intéressant, mais ce qui lui manque, c'est du temps de jeu. En fait, c'est juste, enfin, et du temps de jeu au niveau. Ouais, l'Euroleague, ça peut être bien. Je sais pas si le retour en France, c'est un peu périlleux. Lui il doit y croire, et puis je pense qu'il se dit qu'il y a un moment, il y aura une ouverture à OKC et qu'il va pouvoir s'engouffrer. Enfin, ok, s'il n'y aura pas d'ouverture. Ça me paraît compliqué aussi, Non, mais ok, je s'il pense n'y que aura pas lui, je pense que d'ouverture. c'est ça, c'est un peu sa façon de voir. Tu vois Bah pas? lui, pour l'instant, aujourd'hui, il n'a pas le choix. Il n'est pas maître de son Ouais, destin, en fait, ouais, ouais. aujourd'hui. Mais tu vois, j'aurais bien aimé le voir dans une compète. Là, malheureusement, il fait partie des 3 joueurs qui. Ah ouais. Point douloureux du samedi matin, Moussa Diabaté est aussi dans le. Il n'y aura pas de point Moussa Diabaté à l'Euro, puisque Ouais. ni Diabaté, ni Ousmane Dieng, ni Franck Nilikina d'ailleurs, hein, au passage, Ah les bah quand il n'y a trois. plus Vincent Collet en coach pour Franck Ntilikina, c'est Quand plus il n'y a plus compliqué. Vincent Collet. Ouais. Mais c'est. Bon, en tout cas, ouais, donc Dieng fera pas cette compète qui. Parfois, c'est les compètes internationales qui t'aident aussi à prendre confiance, à avoir des minutes. Bon, là, ce sera pas le cas. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur Dieng. Hein, je peux tout à fait le voir ça. Et pour revenir à la question. Oui, c'est vachement éloigné, pardon. Non, non, mais il y a pas vraiment d'autres réponses que les Spurs, je pense, comme pour l'évidence. Et après, il y a des projets un peu plus intrigants qui sont un peu plus loin du compte parce qu'il manque le mec qu'on identifie comme la superstar. Voilà, on verra. En tout cas, ouais, je pense que les Spurs, c'est la réponse la plus évidente. Portland, si tu prends les plafonds max, Ça fait partie des c'est intrigants, oui. c'est très intéressant. Mais, Ouais. mais j'ai l'impression que les plafonds max, on les verra pas chez certains joueurs. On verra bien. Question suivante de The Blade. Je suis un fan de NBA depuis la saison 92, notamment des Warriors grâce à Chris Mullin et Tim Hardaway. Cependant, j'ai arrêté de suivre la ligue après le titre des Celtics en 2008 et n'ai repris qu'en 2014-2015 avec l'émergence de Steph Curry. En tant que grand fan de son père, j'étais ravi de voir son fils réussir chez les Warriors. La question qui me trotte dans la tête, parce que du coup c'est une période qu'il n'a pas vraiment suivie, pourquoi les Spurs n'ont-ils pas réussi à gagner un titre NBA ou même à atteindre les finales entre 2008 et 2013 alors que leur effectif était toujours solide, avec le trio Duncan, Parker et Ginobili? Ils étaient tous dans la trentaine, donc pas encore assez vieux, et la concurrence dans l'Ouest semblait accessible à cette époque. Je serais ravi d'avoir une explication si vous en avez une. Je me souviens plus assez de toutes les saisons, mais déjà, il y a une équipe des Lakers qui est absolument Bah terrifiante oui. entre 2008 et 2010. Ouais. Elle est exceptionnelle, cette équipe des Lakers. Sur le papier, juste en lisant les noms, certains ne se diront pas à quel point elle est exceptionnelle, parce que Pau Gasol est extrêmement sous-estimé, je pense, à l'échelle globale de sa carrière et à l'échelle globale de la vision des fans de basket. Peut-être aussi par les Français parce qu'il est espagnol, quoique nous, normalement, on est quand même très bien placé pour savoir à quel Putain. point il est fort. Oui. Mais Pau Gasol est une légende absolue. Je crois que Théo le met. Non, je ne veux pas Meilleur parler au nom européen. de Théo. Meilleur européen. Ouais, je crois qu'il le Ouais. met meilleur européen si tu intègres la FIBA. Quasi sûr. Je Aussi. crois qu'il le met devant Dirk. Moi, j'aurais l'inverse, mais en intégrant la FIBA, hein, je précise, en intégrant les compètes FIBA, ce qui a du sens du coup. Mais Pau Gasol est une immense légende et à côté de ça, enfin, au-dessus de ça, tu as Kobe Bryant et même Lamar Odom. Si tu regardes que ce qu'il faisait aux Lakers, mais en fait, il est arrivé en NBA, Lamar Odom, avec l'étiquette de futur superstar Avec les absolu. Clippers, C'est quand même l'équipe avec les Clippers, excellent avec joueur. Darius Miles et tout, c'était. Même Ron Artest, Mm. nommé Meta World Peace, c'est quand même un joueur qui à un moment est parti pour être. En fait, les gens oublient, pareil, tu sais, il a une saison où il est candidat au MVP. Alors, c'est court. Avec Indiana. Ouais, c'est Louis Petej. Du coup, il a quasiment pas joué. Ouais. Mais il était parti pour être candidat au MVP sur cette saison. Je pense vraiment qu'il allait tenir la durée et qu'Indiana allait gagner tellement de matchs. Il n'aurait pas été élu MVP, je pense pas. Non, mais il était top 5. Il aurait fini dans le top 5, Ouais. tu vois, du MVP. Et tu as une équipe terrifiante, en fait. Donc déjà, ça, c'est 3 ans sur la période. Je crois qu'il y a une des saisons où ils sortent contre les Lakers en demi ou en finale de conf déjà, contre ces Lakers-là. Il y a une année où il se foire, c'est 2012. Il y a 2 années où il se foire. Parce qu'il il y y en a a sans doute 2009, parce qu'il englobe à partir de 2008 jusqu'à 2013 du coup. 2009, ils se prennent 4-1 au premier tour contre les Mavs. Et le pire, le plus surprenant, c'était ils sont sortis par les Grizzlies en 2011, 4-2. 2011, ouais. Parce que sinon, finalement, alors ils vont pas en finale NBA, mais enfin, déjà c'est très très dur de remporter plusieurs titres. Hein. Et ils font donc finale de conf contre OKC en 2012. Le OKC. C'est celle-là, moi, je parle ouais. où ils se foirent. Ils mènent 2-0. Ouais, c'est ça. Et c'est deux OKC. C'était une équipe. Rentre sur le James Harden. Quoi. Ouais, donc il y a. Ouais, on peut se demander, ils sont passés à côté peut-être d'un titre sur cette période-là, mais finalement la concurrence n'était pas si mauvaise que ça et c'est très dur de remporter des titres.
La conférence Ouest est monstrueuse depuis 20 ans. Mm. Et la conférence Ouest, c'est un délire absolu depuis 20 ans. Il y a une saison qui date maintenant d'il y a au moins 10 ans où les Suns, s'ils gagnent 49 matchs, ils vont pas en playoff. Ouais. Tu sais, il y a des. Non, ça a toujours été de la D'ailleurs, dinguerie à la conférence Ouest. les Suns de Nash mettent 4-0 en demi-finale de conf aux Spurs sur une de ces années-là aussi. Tu sais pourquoi aussi on est dans un changement un peu. Justement, on est dans du basket qui va de plus en plus vite. Alors, rien à voir avec l'échelle de maintenant, bien entendu. Il n'y a même pas eu la révolution Curry, mais il commence à y avoir un petit changement de jeu. Et les Spurs, en fait, là, ils remontent la pente, c'est quand il y a le draft de Kawhi, en fait. Là, ils sont dans cette période qui est ciblée. Ils sont aussi un peu dans le creux où Tony Parker est dans son prime, certes, mais Tim Duncan, on commence déjà à être un peu plus sur la fin. Il a déjà plus de 10 ans en NBA. Alors, sur la fin, non, on n'est pas sur la fin. Mais on est déjà à plus de 10 ans en NBA. On n'est pas sur la fin. Je retire tout ce que j'ai dit, mais on n'est plus dans le prime absolu, dans le sens où c'est quelqu'un qui est quand même arrivé tard en NBA comparé aux joueurs d'aujourd'hui. Ginobili, pareil, on n'est pas forcément sur le déclin, mais on commence à être légèrement dans un changement de trucs. Après, voilà, moi je pense que 2012, ils avaient effectivement le potentiel, mais tu tombes contre Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden. Ouais, l'équipe était folle, hein. Ibaka aussi. Enfin, c'était... Mais ouais, en tout cas, c'est la réponse basique pour moi, c'est parce que c'est dur déjà. C'est dur aujourd'hui. On le voit, il y a les back-to-back. Enfin, c'est très dur. Et pourtant, les Spurs sont quand même considérés comme une dynastie parce que, en dehors de ce trou là, si on peut appeler ça un trou, parce que je le répète, il y a vraiment 2 accidents. Sinon, ils sont quand même au moins en demi-finale. Tu vois, c'est déjà pas rien d'aller en demi-finale tous les ans. C'est pas simple. Donc la réponse c'est ça, c'est que c'est extrêmement dur. Et la force de cette équipe, c'est d'avoir réussi grâce à Kawhi notamment, après avoir repris le cours de la trajectoire 2013-2014. Alors 2013, ils font finale et ils perdent, mais 2014, ils sont champions. Donc ouais, c'est ça. C'est tout simplement ça, je pense. On enchaîne avec 2 questions WNBA de Guillaume. La première, Marine Fotoux a-t-elle un avenir dans cette ligue et où est-ce qu'elle ambitionne d'y aller? Alors je vais répondre. Marine Fotoux a été draftée en 2021. Donc là, elle a 24 ans. Drafté par New York. Donc c'est New York qui a ses droits. Hein. Et pour y aller, il faut, surtout pour les joueuses européennes, hein, je parle des joueuses européennes, il faut à la fois avoir l'envie, la garantie d'y être un peu utilisé, que tu n'y ailles pas pour être une joueuse importante en Europe, tu vas pas y aller pour chauffer le banc, même s'il y en a plein qui ont aussi eu cette approche-là. Et je veux pas parler à sa place, hein, je la connais pas, mais elle a déjà fait là cette année un saut assez significatif, parce qu'elle a quitté la France, elle est partie à Mersin, qui est quand même une place forte en Euroleague. Donc c'est déjà une première étape. Donc je pense que si elle y va, c'est pas tout de suite. Je pense qu'elle savait qu'elle irait pas avant d'avoir un certain CV. Et savoir si elle a le niveau, oui, en soi elle a le niveau. Est-ce qu'elle peut y avoir un rôle intéressant? Ouais. À New York, je sais pas, parce qu'elle appartient. C'est ça le problème, c'est que ses droits appartiennent à une équipe qui est surchargée avec des superstars, des role-players qui seraient titulaires ailleurs. Donc c'est ce qui est compliqué. Mais sur le niveau, elle peut avoir un rôle intéressant dans une équipe. Elle a le mental, elle est dure. Elle peut être dans une rotation, quoi. Et l'envie, ça va peut-être revenir après, un peu plus tard dans sa carrière, parce qu'il y a de plus en plus de Françaises qui y vont et qui jouent maintenant. Donc c'est pas impossible du tout. Mais moi, je pense qu'on la verra peut-être, ouais, au moins une fois. Elle tentera. Est-ce que ce sera à New York ou ailleurs, je sais pas, mais je pense qu'on la verra. Déjà qu'on la voit s'installer durablement en Europe, enfin dans des grosses cylindrées européennes, que jusque-là, elle avait joué notamment à Lasvel. Là, Mersin, c'est quand même pas mal déjà, tu vois. Et la deuxième question, sauf si tu me dis si tu as quelque chose à dire sur Marine Fotox, Antoine. Les joueuses se plaignent des salaires depuis 2-3 ans. Pourquoi ne vont-elles pas jusqu'au bout avec un lockout comme les hommes en 2011? C'est peut-être ce qui va arriver, ça. Alors, je ne pense pas. Je vais te dire pourquoi. Ça peut très bien arriver. Je pense que la menace, elle est brandie dans les négociations. Ça continue de discuter. Mais en fait, il y a un tel momentum actuellement qu'il ne faut pas le briser. Que c'est très très dangereux. Tu vois. Là, en ce moment, il y a une médiatisation des moyens qui arrivent qu'on n'avait jamais eu en WNBA. Et je pense que les deux parties, enfin le syndicat des joueuses et les franchises, comprennent le risque que ce serait un lockout. Donc je dis pas que le syndic l'utilise pas comme levier dans les négociations actuelles, mais c'est une ligue qui est encore assez jeune, qui est en train de se développer, qui commence à y avoir des investissements importants. Et même s'il y a des revendications qu'on a vues avec l'histoire des t-shirts pendant l'All-Star Game, dans la communication, elles réclament tous de manière très légitime d'être mieux payées.
ça va négocier, mais à mon avis, ça va s'entendre au bout d'un moment sur des positions intermédiaires avec peut-être une augmentation ouais, des moyens, mais pas, ça va pas être un bouleversement total et elles vont pas, à mon avis, aller jusqu'au lockout. En tout cas, enfin, moi, ça, je trouve que ça va dans le bon sens et que ça continue de grandir et elles en ont conscience aussi, je pense. Et dans tous les cas, si ça explose vraiment, les CBS, ça se renégocie, hein. Il y a des clauses de Ouais. sortie, des choses comme ça. Si vraiment il y a un boom gigantesque et qu'elles estiment qu'elles sont toujours trop trop loin du compte sur le plan salarial, là, il pourrait y avoir un lockout. Mais moi, mon pronostic, c'est qu'il y aura pas de lockout et que la saison va se dérouler normalement avec des améliorations. Faut se rendre compte de à quel point les conditions étaient très très éloignées même de ce qu'il y a aujourd'hui avant, enfin, lors du précédent CBA. C'est-à-dire que maintenant il y a des aménagements pour les femmes qui ont des enfants. Elles volaient dans des avions, enfin dans des charters, et il y en a encore, hein, mais c'est les conditions de travail et les infrastructures. Et il y a encore des infrastructures un peu anciennes. C'est en train de changer. Et avant, enfin, c'était terrible. Donc, je pense pas qu'il y aura de lockout. C'est mon pronostic personnel. Ouais, j'espère. J'espère qu'il n'y en aura pas, ouais. J'espère aussi. Qu'elles obtiendront gain de cause. Parce que si tu t'arrêtes là, si il y a lockout, alors ça va faire parler. Donc, quelque part, c'est une Ah, mais publicité qui après, peut être si ça intéressante. traîne en longueur, Si effectivement, ça traîne, les tu gens, perds ton voilà. dynamisme. Là, les gens sont intéressés, il y a un peu de hype. Je pense que ce serait périlleux. Mais bon. Je suis d'accord. Question suivante de Clément. Depuis 2 ans, les champions NBA ne font plus rêver, entre guillemets. Un champion caractérisé par ses tirs à 3 points, puis un autre caractérisé par les fautes sifflées à foison. Comment expliquez-vous ce point de vue partagé par une grande partie des fans, alors que les Celtics ont beaucoup plus qu'un jeu stéréotypé et qu'OKC n'est pas qu'une machine à lancer franc? Pour ma part, je pense que les fans aiment beaucoup trop les belles histoires et regrettent par exemple cette fin pour les Pacers, ce qui éclipse fortement la hype qu'avait OKC en début de saison et le niveau qu'a eu OKC toute cette saison, ou alors sommes-nous des éternels mécontents? Je pense que alors déjà, je sais pas si vraiment une grande partie des fans. C'est peut-être une partie visible, celle qui commente sur les réseaux sociaux, C'est mais les je sais mécontents pas qui si je commentent à chaque fois. exactement, mais je sais pas si je parlerais à l'échelle de tous les fans de basket dans ce monde qui n'apprécient pas les champions NBA, sachant qu'évidemment, il y a qu'une équipe qui gagne, donc il y a 29 fanbases déçues. Maintenant, effectivement, sur cette narrative, beh, je pense que par définition, justement, c'est un problème de narrative. C'est un pro Déjà, de moins en moins de personnes regardent les matchs. Là, le sport est consommé, de plus en plus à travers les highlights, à travers les réseaux sociaux et là, je cible les médias, mais aussi les passionnés de basket Mhm. finalement et c'est pas, après on a le droit de pas regarder les matchs. Je veux dire, moi aussi ça m'est arrivé par exemple, je suis le foot sans regarder beaucoup de matchs de foot, tu vois aussi, donc je comprends tout à fait. Mais je regarde pas les courses cyclisme, tu vois? Par exemple, je regarde que ça, je regarde quelques arrivées par-ci par-là au Tour de France, c'est tout, tu vois? Donc je capte. Mais la narrative, elle vient des réseaux sociaux. Je pense que c'est absolument le Thunder et c'est ridicule de définir le Thunder à travers des fautes sifflées, tu vois? Heu, Par contre, c'est une narrative qui revient, qui est vue et du coup qui est après enregistrée par certains comme une vérité. Je dirais que le problème vient de là, moi. Ouais, bah, c'est un peu ça. Bon, déjà, les gens mécontents, les critiques, c'est souvent ce qu'on entend. Et les gens qui sont satisfaits, il y en aura toujours ici et là qui diront: Ah, j'ai adoré le jeu pratiqué par le Thunder, mais c'est pas assez. On est dans un monde comment dire, bon, la nuance est un peu compliquée. Donc, on retient forcément quelqu'un qui va faire une tirade sur: Et voilà, chez Gilgeous-Alexander à 35 lancés par match. Les Celtics, on se fait chier, ça fait que tirer à 3 points. Il y a évidemment plus que ça. Donc c'est dans plein de domaines où on entend, où les plus vocaux, c'est souvent les plus mécontents. Je prends un truc tout bête, mais tu vas sur des commentaires tu vas aller dans un resto, puis tu veux regarder la vie des gens Ah bah, dessus. ouais. Ça te met un peu en avant ceux qui ont 1 ou 2 étoiles avec ça a été catastrophique, machin. Puis en fait, tu as 250 personnes qui ont mangé, qui ont été très satisfaites, qui ont peut-être juste mis une bonne note en mettant même pas de commentaires. Et on les entend pas spécialement, et on va retenir le commentaire négatif de la personne. Bon, là pour le basket, je pense que c'est un peu pareil. Parfois, il y a des équipes comment dire, qui prennent de la valeur avec le temps. Tu vois, quand on revisite un peu, on se dit: Ah, Bien cette sûr. équipe, quand même, en revoyant les matchs, en dépassionnant un peu la chose avec du recul, bah, il y a peut-être ces équipes-là, peut-être que ces Celtics-là, ce Thunder-là, en fonction de ce qu'elles vont faire dans les prochaines années aussi, hein. Est-ce que c'est l'année 1 d'un projet de type dynastie? Est-ce que c'est juste une petite parenthèse enchantée pour l'une des deux équipes? Ça va aussi compter dans la manière dont elle sera perçue. À l'instant T, ouais, il y a un peu ce stigmate qui est un peu dommage, je trouve. Mais bon.
Ouais, c'est un peu toujours ça, dès que la deuxième partie de la question, c'est vrai, tu vois, Hmm. les gens aiment bien aussi les belles histoires, Hmm. et tout de suite, l'underdog ou l'outsider Bien qui sûr. gagne, c'est une belle histoire. Ouais. Question de Lux. Je m'intéresse à la NBA depuis peu et ai constaté que côté américain, peu de joueurs de moins de 25 ans semblent offrir actuellement des garanties solides pour devenir de véritables franchise players capables d'emmener leur équipe jusqu'au titre, hormis peut-être Edwards ou Banchero et encore. Est-ce simplement une impression liée au fait que les joueurs atteignent généralement leur meilleur niveau plus tardivement, ou vivons-nous effectivement un creux générationnel? Pensez-vous que les jeunes joueurs américains actuels pourront à nouveau dominer la ligue, comme ont pu le faire des stars comme Curry, Durant ou LeBron James? Et je pense qu'il y a alors creux, je sais pas, parce que ça reste une nation qui envoie tellement, tellement, tellement de talents et de grands talents. Il y a Cooper Flag, puis il y a Dibansa qui arrive derrière, et cetera. Donc tu as toujours des joueurs américains excitants où tu peux te dire: «Ah peut-être». Il y a quand même si on a eu récemment des premiers choix de draft français, c'est quand même généralement un américain qui va être Mhm. drafté en 1, Cade Cunningham, Paolo Banchero, et cetera. Hem Déjà, juste une chose, des joueurs capables de mener leur équipe au titre, il y en Il a n'y a pas très peu en 50 ans, fait. ouais. De toute façon, il y en a très peu, tu vois? Donc c'est pas facile à trouver. Donc je dirais pas qu'on est dans un creux, mais effectivement qu'il y a un creux en termes d'éventuels superstars. Je dirais ça peut-être. Et encore, et encore. Edwards effectivement a l'air quand même d'être une superstar. Banchero, à voir. Kate Cunningham, à voir. Cooper Flag a quand même le profil et le niveau pour être quelqu'un qui ira très haut. Et puis les autres, il faut voir ce qui arrive derrière. Après, oui, ça c'est en ce moment les meilleurs joueurs de la ligue sont européens. Je pense on reviendra jamais à une domination 100% américaine. Ça, je dirais que c'est fini, oui. Je dirais que c'est fini. Le La question côté. maintenant, c'est même de Ouais. savoir est-ce qu'il y aura pas, pardon, excuse-moi, j'avais 2 secondes, c'est de savoir à un moment, est-ce que en plus des Européens et des Américains, est-ce que dans 15 ans, on n'aura pas un joueur indien ou chinois ou qui vient du Moyen-Orient, etc. Ça va se développer aussi dans ces pays-là finalement. Le côté superstar, il est intéressant parce que l'aura médiatique, je pense que c'est aussi ça, le côté superstar. C'est là où je m'interroge, où tout le monde a un peu peur de l'après LeBron, KD, Curry. Mais il faut se souvenir que quand Curry est arrivé sur les premières saisons, même si c'était un joueur cool, fun à voir jouer, personne, je pense que, enfin, pas grand monde aurait dit, lui, ça va être la superstar, on va se souvenir de l'ère Stephen Curry. Donc il peut y avoir des surprises aussi, tu vois, parmi les joueurs qui sont là en activité, ou des joueurs qu'on n'a pas encore vu venir, un mec qui s'avère être un type qui va un peu changer le jeu ou qui va avoir un boost médiatique gigantesque. Alors c'est pareil pour Shea par exemple, mais bon, il n'a pas l'aura médiatique de certains autres, même s'il est champion. Ouais, En fait, il y a toujours des surprises. Il y a toujours des mecs, des c'est vrai. Américains qui peuvent qu'on n'a pas vu venir. Je pense aussi qu'il y a peut-être un petit creux en termes de d'aura, de rayonnement. Même avec un gars comme Edwards, tu vois. Je pense, il a de la personnalité, il est marrant, il a un jeu spectaculaire, mais je ne sais pas s'il arrivera à avoir ouais, le combo charisme, rayonnement et niveau qu'a un LeBron par exemple ou un Curry. Donc moi je me pose aussi la question. Et là on parle vraiment juste des Américains parce que par contre pour les joueurs internationaux, bah, avec des Victor et compagnie, ça me paraît assuré. L'avenir est assuré. Donc oui, oui, je pense qu'il y aura des joueurs américains qui vont il y aura un joueur américain qui va dominer un moment. C'est juste qu'il y a aussi beaucoup de joueurs internationaux autour qui vont se tirer la bourre et qui seront les visages de la ligue aussi, c'est tout. Puis il y a toujours des joueurs américains qui dominent, même encore aujourd'hui, en fait. Bah Mais oui. oui, peut-être pas le top 3 Mm. absolu de la ligue. Et encore, et puis chez Gilgeous-Alexander, ouais, bon, il est canadien, c'est Il nord-américain. est nord-américain. Et les Américains se poseront peut-être des questions sur leur système de formation, eux aussi, à un moment. Mm. Mais le truc, c'est qu'il y a des grosses générations qui arrivent, hein. Celles qui viennent gagner le mondial, là, avec Ah, Dibansa, dis-moi et ça. cetera, c'est très solide. Il y a aussi le fils de Carlos Boozer, qui est Ouais. présenté comme un très gros Qui prospect. sera à Donc bon, Duke, il sera à Duke la saison prochaine. ouais, Cameron Boozer, parce que c'est des frères jumeaux. ouais, c'est les frères jumeaux. Cameron et j'ai oublié l'autre, mais je crois que j'imagine que c'est Cameron qui est le plus coté. En tout cas, il sera à Duke la saison prochaine, comme papa. Question de Flying Flow. Après une saison rookie de bonne facture d'Alexandre Sarr, assorti d'une présélection à l'Eurobasket. D'ailleurs, à cette heure, il est toujours dans la liste. Hein. Ouais, Et bon, il est d'une. bien parti pour y être. Oui, ouais, s'il y a des chances. Et d'une première sortie convaincante en bleu, effectivement, il avait été assez bon. Comment voyez-vous la carrière du frère d'Olivier évoluer à court et moyen terme?
Du positif. Du positif, je la vois évoluer de manière excitante. On est sur un garçon qui je pense est très talentueux, a un profil physique, heu, très intéressant et a l'air en plus d'être un joueur qui a la tête sur les épaules et qui est un gros bosseur. Donc, tu mets quand même tout ça ensemble, tu appuies sur mix, ça te donne a priori quelque chose d'excitant. Hem, Comment je vois évoluer sa carrière? Je pense qu'il c'est un joueur qui va rester en NBA. Alors on peut se dire: «Bah, c'est logique, il a été drafté en 2. Une carrière NBA en moyenne, c'est quoi? C'est 3-4 saisons et même maintenant sur les loteries pick, tu vois? C'est pas tu es pas garanti de devenir, un joueur solide ou majeur dans ta ligue, même quand tu es drafté aussi haut, encore plus dans une draft qui est considérée comme un peu plus faible. Je pense qu'Alex Sarr, ça va être un joueur NBA très solide, fort défenseur, profil mobile, profil physique. Après la question pour aller encore plus haut, c'est ça va être le travail technique et l'adresse à 3 points. Mais je vais plutôt parler de travail technique et vraiment de voir à quel point il arrive à maîtriser son jeu offensif pour que, en gros, Alex Sarr, ça soit pas juste avec des gros guillemets parce que c'est déjà très bien, un joueur que tu sers sur pick and roll, un joueur que tu sers dans le dunker spot, je viens de citer déjà 2 manières de le faire marquer et Mhm. un joueur que tu sers en spot up à 3 points. Ce qui devrait lui permettre, il fait juste ça a priori déjà d'être un Miles Turner, hein. Ce Tu serait vois? très Je veux bien. dire, je vois pas je me dis qu'Alex Sarr, il y a quand même la on rejoint cette idée de comparaison. Alors c'est pas forcément une comparaison de joueurs, là on est plus sur une comparaison de même pas de profit, je veux dire d'impact en NBA. Alex Sarr, à un moment, il peut devenir le Miles Turner d'une équipe. Ça, c'est le plafond minime, le plancher que je vois chez Alex Sarr. Pour que ça soit plus, il faudrait qu'il puisse développer son jeu au point de développer un petit mid-range en sortie de dribble, un petit floater game en sortie de dribble, des petites choses comme ça, même pas forcément des moves de haut panier, ça c'est un truc d'un autre temps, mais s'il a aussi quelques petits moves comme ça, mais une capacité ouais, à marquer en flotteur, à marquer à mi-distance, se créer un peu son tir, travailler son drive, tout ce qui va être le travail technique de 1 contre 1 et du jeu offensif, ça c'est ce qui peut le faire passer un cap encore plus grand. Mais je me dis qu'Alex Sarr aura une carrière intéressante en NBA. Ouais, je valide tout ce que tu as dit. Et par contre, mon seul bémol, et voire mon interrogation plus qu'un bémol, c'est que il joue aux Washington Wizards et que Effectivement. sur le développement des joueurs, sur même le côté fonctionnel de la franchise, l'ambition, la compétitivité, ça me rassure pas des masses. Alors, au bout d'un moment, ça tourne forcément. On a vu des franchises engluées dans de la médiocrité ou quelque chose de très fade, finalement, arriver à franchir des paliers. Et justement, peut-être grâce à des mecs comme ça aussi. Mais c'est ce qui me fait un peu hésiter sur quel joueur ça peut devenir. Alors, peut-être qu'à un moment, il sera tradé, hein, je sais pas. Peut-être qu'il changera d'équipe ou autre. Mais j'aimerais bien, dans le meilleur scénario, que tout ce que tu as évoqué se matérialise. Être un Miles Turner, bah, je trouve que c'est super parce que Turner, c'est un excellent joueur NBA. Est-ce que d'ailleurs, c'est pas un des. Je dis pas de bêtises, il a jamais été All-Star, on est d'accord. Non, Euh, je pense pas. est-ce que c'est pas actuellement l'un des meilleurs joueurs qui a jamais été All-Star avec ce qu'il a fait à Indiana sur les dernières saisons, ce qu'il fera peut-être à Milwaukee. Ce serait super. Dans une draft considérée comme faible, tu deviens Miles Turner, donc un mec qui a joué des finales NBA, qui a été avec Team USA. Ce serait très bien. Mais je Après, suis le d'accord destin qu'il y a plus. collectif dépend Ouais, face à autre chose encore, ouais. ça. Les deux sont, de toute façon, c'est indissociable. L'équipe peut le tirer vers le haut, lui peut tirer l'équipe vers le haut. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Je sais juste pas, par contre, si au niveau plafond, même si c'est un numéro 2 de draft, si ça peut vraiment être le numéro 1 d'une équipe ou autre. Je pense que ça peut être un super numéro 2, super lieutenant. Ça, c'est le plafond que je lui vois, moi, personnellement. Moi, j'irais jusqu'à numéro 3 après sur le plafond. J'ai un plafond un peu pessimiste là dans ce sens-là, tu vois? Ouais, mais c'est très bien. Chet Hem, Holmgren, c'est un numéro 3, tu vois. ouais, C'est pas, c'est vrai. Ouais, voilà, c'est pas c'est grave. ça, numéro 3 ça dépend où tu es. Mais ça sera intéressant. J'aimerais bien avoir, une progression offensive au fur et à Mhm. mesure des années chez Alex Sarr. Ça a l'air d'être un gars vraiment intéressant, Oui, Alex Sarr. non, non, clairement. Une dernière Et question. attends, juste Oui, un truc. bien sûr. Et lui et Wembanyama en équipe de France, Ah, c'est un bazar. C'est un franchement, à un moment, bazar. ça va être quelque chose. Avec, J'espère que ça va bien avec, matcher, bien avec fonctionner. en soi, si tu prends les trois draftés très haut récemment, juste Ah le ouais, trio c'est Rizaché, monstrueux. Rizaché en 3, Sarr en 4 et Wembanyama en 5, à 25-26 ans, ah ouais, Ah ouais, ça fait non. envie sur le papier. Après, il faut les entourer correctement, évidemment, et qu'il y ait un style de jeu qui leur convienne, mais
je comprends qu'il y a plein de plus en plus d'émissions de podcasts que je vois aux États-Unis, où, notamment celui qu'on évoquait avec Joachim Noah l'autre jour, là, où tous les animateurs, tous les journalistes, leur question c'est mais qu'est-ce qu'il y a dans l'eau en Ouais, dans France l'eau pour qu'ils en sortent des France. mecs comme ça, des profils Ouais. où ils rêveraient presque d'avoir des profils américains comme ça. Ils n'ont pas de Wembanyama. Alors ils ont au niveau athlétique, ils en sortent tout le temps, il n'y a pas de souci, mais des mecs qui ont à la fois la formation à la française, tout le positif qu'on avait évoqué l'autre jour, et en même temps les qualités athlétiques qui n'ont absolument rien à envier aux prospects américains. Donc ça, c'est en ça que c'est excitant. Après, il y a tout reste à faire. Ça suffit pas juste d'aligner les mecs sur le terrain, mais sur le potentiel, il n'y a absolument rien à dire. Et j'avais une dernière question à te proposer. Alors, Allez. t'es pas obligé d'y répondre parce que je sais que t'aimes pas être pris, être pris de cours sur des questions Non, perso après, ou c'est le autres. but, c'est le jeu. Mais dans tous les cas, t'inquiète pas, j'y répondrai parce que j'ai vu la question avant. C'est une question d'Anthony du 07. Pour cause de vacances bien méritées, il n'y a pas de Hoop Culture cette semaine, donc le dimanche s'annonce morose. Ça fera plaisir à Théo et Pierre Armand. Et c'est pour combler ce manque que je vous propose du coup 3 petites questions Hoop Culture, traditionnellement posées dans l'émission. Quels sont, si vous en avez, vos coups de cœur, coups de gueule de la semaine? Alors j'imagine que ça peut être basket ou autre. Avez-vous un conseil culturel, film, reportage, musique, livre en ce moment? Et enfin, quelle est votre relique, l'objet sport qui vous rend immédiatement nostalgique? Il nous parle pour son conseil culturel du moment, enfin pour son coup de cœur, il se permet le conseil d'un reportage qu'il a visionné cette semaine, sans jamais rien lâcher, sur l'Olympique de Marseille, qui se replonge dans la saison de l'OM, qui nous dit: je suis pas spécialement supporter de l'OM, mais c'est toujours intéressant de voir la vie de groupe, la progression d'un projet sportif vu de l'intérieur. Voilà. Alors, vu que t'as pas eu le temps d'y réfléchir, Antoine, donc tu me dis si tu... J'ai 2 nouvelles séries, Ah, une que j'ai peut-être déjà citée, mais je crois que c'était en off. Il y a Mobland, même si j'ai trouvé la série, plus la série allait, moins enfin pas, j'ai trouvé bien du tout du long, mais juste la fin, j'étais un peu voilà, mais Mobland pas mal. Et là, je suis en train de regarder une série je sais même plus le nom en anglais, My Friends on Neighbor, je crois. Ça, c'est très je drôle. connais pas. Vrai, C'est ouais, une comédie, ouais. alors du coup, ouais, c'est comédie, ouais. My Friend, Your Friends on Neighbors. Je trouve ça très marrant. Je suis en train de regarder ça en ce moment. Vrais D'accord. voisins, faux amis, ça s'appelle apparemment en Ouais. français. Donc ça, c'est 2 petites séries. Coup de cœur, coup de gueule. Ah, je suis pas sûr d'en avoir. Bon, au basket, il n'y a pas grand-chose en termes d'actu, hein, Non, mais je réfléchis même, même en bon, dehors. après dans l'actu de tous les jours, je reste en doute, mais effectivement, c'est fou comment je suis capable d'avoir une très bonne mémoire de trucs anciens et une très mauvaise, Ouais. mémoire vive de ce qui se passe à l'instant Ça même. s'appelle vieillir, Antoine, ça. Ouais, peut-être, ouais. Coup de cœur sinon, coup de cœur, je sais pas si j'ai nécessairement un coup de cœur là tout de suite, ça au pire ça me viendra. Ouais. Et le troisième c'est une relique. Alors c'est marrant parce qu'on fait ce podcast, je suis en train d'enregistrer L'Olympique avec lyonnais. un maillot de l'Olympique Lyonnais. J'ai plus beaucoup de reliques de sport, c'est dommage parce que j'en avais vraiment beaucoup à une époque moi, mais j'ai Pareil. tellement déménagé, Shai en sait quelque chose, que voilà, il y a des trucs qui se perdent. J'avais des ma putain, j'avais un maillot de Baron Davis Hornets, j'avais un maillot de l'AS Monaco de la saison 97, j'avais un maillot du Barça avec Rivaldo dans le dos. Le Barça, c'est le maillot qui est magnifique, celui qu'ils avaient fait un moment pour la Ligue Doré des un peu? Champions pour l'année. Non, non, et alors il est bleu foncé là, puis il y avait une partie rouge, une partie bleue. Il était absolument magnifique avec le logo au milieu, très simple, très sobre, sans sponsor, sans rien, absolument magnifique. J'avais ce maillot de Rivaldo, j'avais quoi? J'ai eu des maillots de l'Argentine, j'en ai eu un d'Agüero, Mais ils j'en ai sont eu devenus quoi? plusieurs. Ils sont devenus quoi? Est-ce que c'est comme moi et que t'as tout filé à J'ai des petits j'ai cousins? donné, ouais, j'ai Ouais. donné et je pense que j'ai aussi un peu perdu. J'avais un maillot de Gerald Green aux Celtics, saison rookie. Alors, on n'avait pas être beaucoup en Europe à avoir ce maillot-là, tu Ouais. vois. J'avais demandé un maillot, ouais, Gerald Green, quoi. Je voulais Gerald Green aux Celtics. Ah bah, C'est à un la moment, saison rookie c'était Gerald Green. les dunks qui tapaient, c'était complètement Ah, mais il dingue. était rookie, ça va être, Ah ça, ouais. ça avait pas de sens. J'ai quoi? Alors maintenant, il me reste ça. J'ai un maillot de l'Asvel qui est même pas vieux et j'ai un maillot des Raptors avec Tracy McGrady. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai vraiment un paquet de reliques, hein, j'ai eu des maillots de foot. Hmm. Sonny Anderson, Juninho, Michel Bastos. Moi, j'ai eu des tonnes de maillots de l'OL, hein. Je te Qu'est-ce que comprends, j'ai... hein. Je comprends. Moi, depuis petit, j'ai un maillot de l'OM par an. Mon père, c'est son cadeau estival, c'est j'ai un maillot de Marseille tous les ans. Et pardon, c'est vrai que du coup, je fais méga long sur le leak. Vas-y. J'avais un maillot de l'Italie, Coupe du Monde 98. Ouh. Et il était magnifique, ce Floqué maillot. ou pas? Non, ils étaient Non, très pas beaux celui-là. floqué, pas floqué. Pas Ouais. floqué, mais il était magnifique. J'ai un maillot de l'Argentine avec Riquelme.
Je crois que j'avais un maillot, je sais même pas pourquoi. À une époque, j'aimais bien l'Argentine. Ça Ouais, m'a passé un petit peu, mais à une moi, époque, j'étais ultra fan de dis-toi l'Argentine. qu'en 98, j'étais bon, j'étais un Ah peu plus, j'étais bah, petit, ouais, mais j'aimais bien leur équipe aussi, hein. j'étais presque plus pour l'Argentine parce qu'il y avait Batistuta qui était mon joueur préféré que pour l'équipe de France au début, tu vois. Donc, En 2002-2006, je suis complètement pour l'Argentine pour les coupes du monde, hein. ouais, Et je crois que j'avais même. Attends, faut que je te retrouve. Tu vas me retrouver son nom parce que je sais pas comment je fais. facile, Honteusement, j'ai un easy. trou. Joueur de l'Argentine qui a joué à Valence, mais c'est Pablo Aimar. Ok, pardon, je l'ai Pablo retrouvé. J'allais Aimar, dire bien sûr. Valence puis Benfica. J'avais un maillot de Pablo Aimar quand même. Pareil, tu Quel vois, joueur. Riquelme, Pablo Aimar, c'est deux reliques extraordinaires, tu vois. Et j'ai aucun de ces deux maillots-là aujourd'hui. Mais c'est pareil, Voilà. tous les maillots de foot, je les ai filés. Bon, je rentrerai plus dedans aujourd'hui, hein, c'est clairement, mais il me reste que des maillots de Marseille de chaque saison quasiment, et le reste, j'ai plus, mais j'ai eu des trucs dingues. Moi, au Barça, tu parlais du Barça, j'avais un maillot de Stoichkov à l'époque, l'année où il fait Ballon d'Or, je crois. Mon père avait été en Espagne, il m'avait ramené ça. Et puis pour le basket, c'est pareil, j'ai plus énormément de reliques, hein, enfin de reliques de vieux maillots. Il y a ceux que j'ai achetés les plus récemment. J'avais acheté Kyrie aux Cavs quand il venait d'être drafté. J'avais acheté Curry la deuxième année aux Warriors. J'ai un Dwight Howard 2000, 2007 ou 2008 à Orlando. Et j'ai Jeremy Lin, Onyx. Pour ça, c'est une relique cool. Je pense que ce sera encore plus une relique cool dans 15-20 ans, tu vois. Quand on Non, ça va même ressortira pas. l'histoire de l'Insanity. J'en avais déjà fait une late session où je l'avais mise, où j'avais mis le maillot. Et ouais, mais je suis comme toi, j'ai pas beaucoup. Je suis pas un grand collectionneur en fait. Je suis pas assez soigneux pour ça. Tu vois, tu prends quelqu'un comme Théo, bah, vous voyez dans les Hop Culture, Pierre Armand et Théo, tu leur dis ah une relique, paf, ils ont des armoires. Ça semble désorganisé, mais ils savent exactement où sont leurs trucs, tu vois. Moi, je peux pas, je suis pas assez soigneux pour être collectionneur. Donc et alors, coup de cœur basket, si vous n'avez pas vu le CQFR de l'autre jour, je reparle d'Alyssa Thomas rapidement, qui a réussi un troisième triple-double de suite, qui est ma joueuse préférée du moment et pas très loin d'être ma joueuse préférée all-time. Donc coup de cœur sur sa forme extraordinaire. Le conseil culturel, pour revenir sur ce que nous disait Anthony, c'est vrai que ce documentaire, ce reportage, on parle un peu beaucoup de foot là, hein, mais ce reportage sur l'OM là, il est pour quelqu'un qui est fan ou pas fan, c'est hyper bien parce qu'en foot, il y a très peu finalement de documentaires en inside, tu vois. C'est un milieu qui est très cloisonné pour pas que les choses sortent, il y a beaucoup de rumeurs, de choses comme ça, et là, c'est vachement bien de les voir en interne, dans le vestiaire, autour, quand ça pète, quand ça... Enfin, effectivement, il est super, c'est sur YouTube, et si vous êtes fan de foot et encore plus fan de l'OM, je le recommande assez chaudement. Et pour les séries, j'ai pas trop eu le temps de regarder des séries dernièrement, mais là j'ai recommencé, enfin j'ai repris parce que la saison 2 vient d'arriver. On a recommencé Wednesday, mercredi là, de Tim Ah Burton. ouais. J'adore Tim Burton, donc on a regardé 2 épisodes hier et c'est toujours cool. L'atmosphère un peu lugubre à la Burton, c'est vachement bien. Et sinon, j'en ai pas recommencé récemment. Sur les conseils culture, toujours, j'avais noté euh, des bouquins. Le premier, je l'avais évoqué rapidement, je crois, pareil dans un CQFR. Mais pendant mes vacances, j'ai commencé à dévorer. Alors, je l'ai pas là parce qu'il est à la maison, évidemment, je m'étais pas préparé. La géométrie des possibles d'Édouard Jousselin, qui est un de nos auditeurs en plus et qui avait eu la gentillesse de me l'envoyer. Et Ah, c'est nice. vraiment mortel. C'est chez Payot et Rivage. C'est une fresque à cheval sur 2 époques. Il y a une multitude de lieux, de personnages. C'est entre la France, les États-Unis. Il y a des refs et des évocations NBA, donc ça c'est aussi savoureux. Et voilà, c'est une histoire où tu vois comment des gens avec des profils très très différents, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, ont un destin et des histoires un peu intriquées, un peu liées. Alors c'est 600 pages, mais je l'ai presque terminé. C'est vraiment super. Donc ça je le recommande. Je ne l'ai pas à le montrer, mais n'hésitez pas à la géométrie des possibles. Et le deuxième, ça s'appelle Slam Dunk, un regard depuis le banc par Fabien Brault. Celui-là, pour le coup, je l'ai. Pour les fans de manga et de sport, et particulièrement ceux de Slam Dunk, évidemment. Slam Dunk est une ref ultime pour les mangas de sport. C'est une très très belle analyse, un bel hommage au travail d'Inoue, le mangaka de Slam Dunk. Et du coup, après l'avoir lu, j'ai embrayé sur le tome 1 du manga que j'ai récupéré et que j'avais vu que l'animé à l'époque. Et c'est vachement bien de l'avoir aussi en version papier, en version manga. Voilà pour les conseils. J'ai pas de musique dernièrement, j'écoute toujours pas de Pas de coup musique de gueule. récente, pas de coup de gueule, mais voilà. Voilà pour cette semaine, Antoine, pour ce CQFR du samedi. Il n'y en aura normalement pas la semaine prochaine. Moi, je suis pas là du vendredi au dimanche. Petit mariage en Suède, pas le mien, hein.
Et donc, il n'y aura probablement pas la semaine prochaine, ce qui ne vous empêche pas d'envoyer des questions à l'adresse cqfr.rivers@gmail.com. Vous savez que je les garde de côté et qu'on les pose après. On fera une session de rattrapage, évidemment. Voilà. Sur ce, merci encore pour toutes vos questions, pour tous vos commentaires et mots toujours aussi gentils et agréables. Et puis on se retrouve du coup lundi pour un nouveau CQFR du week-end. Ciao à tous. Ciao. The game is out there, and it's either play or get played.